Bonjour à tous et bienvenue dans le Best of de France 24, une sélection de meilleurs reportages livrés cette semaine par nos correspondants internationaux. Nous irons à Singapour où, faute de place, l'urbanisme se développe, sous terre. Un passage aussi par la Thaïlande, la société thaï entretient un rapport très particulier avec ses kathoïs, ses transsexuels. Tout cela est à suivre, mais d'abord direction le Cameroun. Dans le nord du pays, le mariage forcé des femmes est presque une banalité. Pourtant, cela cause beaucoup de tort aux femmes, sur le plan physique et sur le plan mental. Face au poids des traditions et à beaucoup d'indifférence, des ONG viennent en aide à ces femmes et essaient de changer les choses. Un reportage signé Sarah Sacco. Dans l'intimité d'une chambre d'hôtel, cette femme accepte de témoigner d'une pratique aussi taboue que répandue, celle du mariage précoce. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à. C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Je ne voulais pas rester, j'ai tombé enceinte. C'est cela que je suis restée là-bas. Je pense que j'ai déjà gâté ma vie. Le viol, les coups. Le témoignage d'Isa est loin d'être unique. À l'extrême nord du Cameroun, région marginalisée et encore très traditionnaliste, les mariages précoces sont légion. Selon les statistiques des ONG qui luttent contre cette pratique, elle pourrait toucher jusqu'à une fille sur deux. Dans l'indifférence générale, certains s'élèvent contre cette coutume ancestrale. Derrière ces murs, l'un des rares centres d'écoute pour femmes de Maroua. Depuis plus de 15 ans, on y reçoit les victimes du mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi. Elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Ce matin, l'assistante sociale reçoit Céline, une adolescente qui a échappé de justesse à un mariage précoce. Un type m'a rencontré, il décide subitement de m'épouser. Cela m'a amené même à m'enfuir de la ville. Je suis allée rester chez une cousine du côté de Garoua où j'ai fait 2 ans. Avant de revenir, c'est l'ALVF, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Elles m'ont aidé sur le plan financier, sur plusieurs plans. Elles m'ont hébergé avant, quand je n'étais pas encore à la maison, elles m'ont hébergé, elles m'ont payé la scolarité. Et c'est comme ça que j'ai continué l'école. Pour permettre à plus de filles de retrouver le chemin de l'école, ce réseau d'ONG forme des communautés de femmes au droit, à leurs droits, pour changer les mentalités. Donc s'il y a un garçon qui va avoir une fille, il attend quand elle rentre du marché ou de l'école en fait. Il l'attrape, il la viole et il lui dit « va alors à la maison ». Ouais. Et comme les parents ne veulent pas comme ça, certains parents disent aussi « moi je ne la veux plus ». Et comme ça il a sa femme. Est-ce que vous trouvez que ça c'est bon? Non, c'est pas bon, c'est grave. L'objectif de cet atelier, c'est qu'elles apprennent à reconnaître en fait les violations sur les filles, développer des stratégies de lutte contre ces violations-là. Vous avez le Code civil au Cameroun, par exemple, qui prévoit le mariage à partir de 15 ans minimum, en fait. Et vous avez sur le terrain le contraire. Ouais. Et notre rôle, c'est de dire non. Dire non au mariage précoce, une lutte de longue haleine dans l'extrême nord du Cameroun. Selon les ONG, entre l'insécurité alimentaire et la montée de l'intégrisme religieux dans cette région frontalière du nord du Nigeria, la pratique serait en recrudescence ces dernières années. Singapour, la cité-État d'Asie du Sud-Est, a un gros problème d'espace. La ville connaît une forte croissance, mais c'est une île. Architectes, promoteurs immobiliers et urbanistes ont donc décidé d'aller sous terre pour poursuivre l'expansion de Singapour. Reportage de Karine Houghton.
À Singapour, les gratte-ciels ne sont que la partie visible de l'iceberg. Des centaines de kilomètres de passages souterrains, un réseau de métro qui va doubler d'ici 2030, un coffre-fort géant pour conserver les armes, mais aussi un tunnel très profond réservé aux égouts et enfin des cavernes pour stocker le pétrole. Singapour ne manque pas d'idées pour se développer en profondeur. Une cité entière sous une université et un énorme périphérique souterrain sont même à l'étude. L'idéal, c'est de construire dans une roche non abîmée par les infiltrations. Environ 60% du territoire de Singapour présente des caractéristiques qui pourraient être intéressantes. Mais en fait, à y regarder de plus près, ce n'est sans doute qu'une partie beaucoup plus réduite, moins de 10%, qui pourrait être transformée en espace souterrain sûr. Mais à Singapour, nous sommes à l'écart des grandes zones de tremblement de terre et à l'abri d'un certain nombre de catastrophes naturelles. Et pour cela, c'est un avantage certain. Sous terre, les Singapouriens y vivent déjà en fait. Bienvenue à Ion, le centre commercial le plus profond de l'île, 4 étages au-dessus de la surface, autant en dessous, où on peut fuir la chaleur tropicale en y faisant ses courses, dîner, bref, y passer ses jours. Je pense que c'est un style de vie. Quand on est sur Orchard, on utilise toujours les passages souterrains. Vous ne sortez pas vraiment sur l'avenue dehors, à moins que vous n'ayez vraiment besoin d'y aller. Si je dînais dans un endroit non climatisé, ce serait beaucoup trop chaud avec ma chemise et mes manches longues. Ici, l'avantage, c'est la clim. Vivre en dessous de la terre, ça me rendrait claustrophobe. Mais je pense que les gens s'y adapteraient en fin de compte. Mais depuis que l'idée d'une ville entière souterraine a été présentée, les critiques pleuvent à propos des bouleversements à prévoir. Le problème, ce n'est pas de construire, mais c'est ce que vous allez déranger dans l'ordre naturel ou quoi que ce soit qui est sous la surface. Et puis ces conséquences ne sont rien par rapport aux problèmes psychologiques et sociaux que cela poserait. Par exemple, comment les gens réagiraient de vivre dans les villes où ils ne verraient rien que du souterrain, sauf quand ils partiraient en vacances. Donc, je pense que si on doit l'envisager, ce n'est que dans un futur très lointain. D'ici là, ce qui pourrait freiner les développeurs surtout, c'est le prix. Construire sous terre coûte au moins 2 fois plus cher qu'à l'air libre. Les étrangers ont souvent une perception très caricaturale des transsexuels thaïlandais. Pourtant, ils sont bien plus que des simples curiosités des quartiers nocturnes du royaume. Les Katoi, comme on les appelle en Thaïlande, occupent une place particulière dans le pays. Il y a ici beaucoup plus de tolérance envers les transsexuels que dans la plupart des autres pays du monde. Pourtant, tout n'est pas rose pour les Katoi. Cyril Payen nous aide à y voir plus clair sur la question. Regardez son reportage. Rencontre du 3e type dans une école de province thaïlandaise. Ce professeur d'anglais très apprécié de ses élèves a sa méthode et sa différence. C'est un Katoi, un transsexuel. Cela ne fait pas de différence pour moi. Non, chacun est libre d'être ce qu'il veut. Même un Katoi. C'est amusant. Au début, j'étais un peu anxieuse et nerveuse parce que je suis un Katoi. Mais finalement, non. Je n'ai pas senti de discrimination de la part de mes élèves dans aucune des écoles où j'enseigne. Betty est encore jeune, mais a fait le choix il y a bien longtemps de refuser d'être un garçon, ce qui lui a valu d'être coupée de sa famille de nombreuses années. Aujourd'hui, Betty ne se cache pas, bien au contraire, elle milite avec ses amis pour la reconnaissance des Katoi. Mais même en Thaïlande, pays de culture bouddhiste plutôt ouvert et tolérant, vivre au grand jour sa différence n'est pas toujours acquis. Attends. Quoi? Viens, viens, ferme la porte. Que se passe-t-il? Il y a un type qui le connaît dans ce restaurant. On ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore révélé son homosexualité. Sa famille ne sait pas. Je crois que fondamentalement, les Katoi ne sont pas acceptés en tant que tels. On attend d'eux qu'ils soient beaux, qu'ils nous amusent, qu'ils soient artistes, oui,
Mais en fait, on ne leur laisse qu'une liberté très réduite en termes de carrière. On les cloisonne complètement. Il leur est difficile de s'épanouir librement dans la société thaïlandaise. Ces adolescents de Bangkok n'ont pas 15 ans, mais ils ont déjà fait un choix. Certains d'entre eux rejoindront bientôt la communauté des Katoy, mais pas tous. Je ne pourrai jamais être une vraie femme. Je ne pourrai jamais changer de sexe. Ça me causerait trop d'ennuis pour mon futur travail, par exemple. Donc, je serai toujours une fille prisonnière dans un corps de garçon. C'est là le paradoxe de la société moderne thaïlandaise. Oui, les Katoy sont acceptés comme nulle part ailleurs dans le monde, mais à condition qu'ils gardent leur place. Mon rêve, c'est d'être un jour professeur d'université. Je veux être le meilleur des profs pour mes élèves. Je veux aussi être un modèle pour tous les transsexuels et contribuer à ce que la société change, enfin. D'après le folklore bouddhique thaïlandais, on devient Katoy en rétribution à des péchés dans une vie antérieure, à un mauvais karma. Qui sait de quoi sera fait le prochain cycle de vie des Katoy thaïlandais? Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez avec nous pour plus de reportages exclusifs sur France 24. À bientôt.